Décalé fait son retour sur un épisode consacré à du cinéma et je vous invite donc aujourd'hui à voir ou revoir L'Ultime Souper, un film qui m'est apparu comme une évidence au vu de la récente actualité aux États-Unis, qui comme toute actualité américaine a de quoi faire tache d'huile chez nous. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Alors l'Ultime Souper ou The Last Supper en VO, c'est quoi ? C'est une espèce d'ovni sorti en 1995 aux États-Unis, réalisé par Stacy Title, une réalisatrice peu connue qui nous a fait un truc qui a floppé au moment de sa sortie, à mon avis parce qu'il est sorti beaucoup trop tôt, ce qui en fait par contre un engin assez prophétique et avant-gardiste au regard du climat politique actuel et des dérives de la gauche sectaire et woke. Oui, on va commencer comme ça, je vais déjà me fâcher avec beaucoup de personnes, mais je ne peux pas faire autrement vu le sujet du film et vu l'actualité. Pour faire simple et vous le présenter, avant d'en faire le pitch, je dirais que c'est un mélange entre le dîner de cons, Fargo et les films de Bakri et Jaoui. Je sais, ça peut étonner comme mélange, le tout sur fond de commentaires politiques et sociaux sur les divisions entre démocrates et conservateurs. Résultat, une Amérique fracturée entre deux extrêmes qui, parce qu'elle a du mal à se parler et campe férocement sur ses positions, sombre irrémédiablement dans la violence et la corruption de ses idéaux pourtant affichés. Ça vous dit quelque chose ? Eh ben oui, c'est un film qui, dans le contexte du récent assassinat de Charlie Kirk, est indispensable, à mon sens, à regarder. C'est presque une pièce de théâtre filmée avec une quasi-unité de lieu que viennent émailler des scénettes d'une seconde intrigue d'une femme policière, d'où mon évocation de Fargo, à la recherche d'une gamine kidnappée dont la vie de recherche ouvre justement le film, bien que ce ne soit pas le sujet principal de l'histoire. Mais j'y reviendrai aussi. C'est un ovni dans le sens où, hormis une toute jeune Cameron Diaz, vous n'y connaîtrez pas forcément grand monde là-dedans, sinon quelques savoureux caméos, dont ceux incroyables et qui servent de serre-livre de Bill Paxton et de Ron Perlman. Et c'est un ovni parce que, vu ce qu'il décrit, ça paraît complètement dingue d'avoir eu l'audace de sortir ce film, alors qu'on est en pleine ère Clinton aux États-Unis, et que les libéraux sont clairement le camp du bien face au très compliqué, pour ne pas dire dangereux, camp conservateur de l'époque qui nous donnera la fine fleur de l'époque Bush Junior si vous suivez mon regard. J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles ce film a floppé. Il risquait pas d'être consensuel dans l'intelligentsia hollywoodienne et assembler quasiment de la science-fiction ou une espèce de version alternative de la réalité de l'Amérique de la fin des années 90. Alors je vous disais Dîner de cons et Fargo, mais encore plus dingue, L'Ultime Souper précède ces deux films puisque Fargo sort en 1996 et Le Dîner de cons en 1998. Et si vous avez la curiosité de voir le film, vraiment gardez ces références en tête. Bon, et puis ce film m'avait marqué à l'époque, en dehors de sa satire très sombre, à l'humour très noir et grinçant, par son utilisation des thèmes religieux et son symbolisme pas subtil mais efficace, et évidemment on va aussi en causer sur cet épisode. Mais d'abord le pitch. 5 étudiants de fac sont colocs dans une baraque de l'Iowa et aiment inviter chaque dimanche, je vous l'avais dit c'est pas subtil, un inconnu à venir dîner avec eux afin de s'engager dans des conversations intéressantes. Ai-je besoin de le préciser, mais nos 5 étudiants sont évidemment libéraux démocrates et présentent une jolie diversité, 2 filles et 3 garçons, dont un juif et un noir, même si on peut s'étonner qu'un des persos ne soit pas homosexuel, ce qui manque un peu. Alors ça n'est pas explicite, mais on peut très bien imaginer qu'un des 2 garçons qui n'est pas en couple le soit. Le soir qui ouvre l'action, l'invité impromptu sera un type qui a dépanné l'un d'eux, le blanc fils à papa à lunettes, et surprise, pour le petit groupe qui aime les discussions à bâton rompu entre libéraux démocrates, les voilà face à leur kryptonite, un blanc prolo ancien vétéran de la guerre du Golfe, croyant pratiquant, raciste, misogyne, négationniste de la Shoah, évidemment républicain ai-je besoin de le dire, et te dire que la conversation ne se passe pas bien, c'est un euphémisme. Alors là aussi on peut s'arrêter et dire que les persos ne sont pas construits autrement que par archétype, donc les charrettes sont bien chargées en effet. Le mec est complètement répugnant dans le genre, mais notre petite bande proto-woke n'apparaît guère sous un jour plus favorable, tellement il pue le mépris et l'arrogance face aux bouseux, vu que eux, n'est-ce pas, sont des intellectuels qui savent mieux que tout le monde. Du coup, l'un des membres du petit groupe dessoude le vilain facho après une altercation musclée du mec qui les menace de son couteau, et plutôt que d'appeler la police, je te le donne en mille et mille, ce petit monde de la justice sociale mais pas du respect des lois, fort de sa conscience supérieure et son sens de la morale qui les ferait tuer Hitler même quand il était bébé, décide d'enterrer le cadavre dans le jardin et de s'en servir comme compost pour un plant de tomates. Sauf que l'événement qui a émoustillé quelque chose d'assez sombre et enfoui pas très profond en eux, leur donne l'idée de se lancer dans une campagne d'éradication de ce qu'ils considèrent comme des êtres
nuisibles à la société. Alors c'était avant Twitter, donc ils ont fait comme ils ont pu, et les voilà à inviter donc toute une série de personnes qu'ils jugent éliminables, en 2 mots, en se promouvant juge, jury et bourreau, sans se soucier que l'accusé n'est d'ailleurs un avocat ou soit au courant d'être en train de jouer sa peau. Ils s'abritent évidemment derrière le vague prétexte moral qu'ils vont donner une chance à leur invité de réfléchir sur ses erreurs et se réformer, mais que s'ils les estiment irrécupérables, ils leur feront alors boire un vin empoisonné par une bonne dose d'arsenic, afin bien sûr, tels les chevaliers blancs qu'ils sont, de rendre la société meilleure. Vont donc défiler tous les représentants des idées normalement antithétiques avec les valeurs démocrates, un prêtre homophobe, un misogyne mascu, une militante anti-avortement, un radical noir nation de l'islam, et oui, on est en 1995, je le rappelle, un sale type qui aime battre des clochards, un anti-climat, et oui, déjà en 1995, une gamine qui milite contre l'éducation sexuelle dans son lycée, bref, ça défile et vous vous doutez qu'en dehors de faire pousser des tomates, ça va avoir un impact sur la dynamique du groupe et la psyché individuelle des différents persos. Alors évidemment se posa des questions de morale et d'hypocrisie idéologique, la progressive corruption des personnages, sous-entendez derrière la corruption morale de la gauche, qui à force d'extrémisme idéologique nous rappelle la petite scène de la revanche des Sith, qui sortira d'ailleurs 10 ans plus tard, je vous le dis très en avance sur son temps ce film, soit ces gens sont devenus exactement ce qu'ils s'étaient juré de détruire, des criminels, des monstres, oserais-je le dire, ils se reconnaîtront, des fachos décidant de vie et de mort autour d'eux, dictant de ce que doit être la bonne pensée, ce que doit être l'art, refusant le débat au point de manipuler un individu qui selon leurs termes aurait dû être sauvé ou sauvable puisqu'il était prêt à revoir son point de vue, voire même prêt à n'accorder aucune circonstance atténuante à une enfant. Des personnes qui sous couvert d'extrême compassion pour le genre humain, je le rappelle, leur modèle c'est de penser qu'à l'aide d'une machine à remonter le temps, ils pourraient tuer Hitler et éviter des millions de morts, n'en montrent dans les faits aucune vis-à-vis des gens qui sont en face d'eux et qui sont somme toute réduits à une idée puante au milieu de peut-être d'autres choses qu'ils pourraient faire de sympathique. Pourquoi pas? Pas de nuance, on est dans la réduction, je l'ai dit, à l'archétype, et dans leur manière de gérer les gens, à une déshumanisation évidente, ne sachant même plus combien de personnes ils ont tué, 1 ou 10, qu'est-ce que ça peut faire, au point où on en est. Cela se manifeste notamment dans la manière dont, au fur et à mesure, le dîner qui doit servir de débat et dernière chance de condamnés à mort qui ne savent pas qu'ils sont sur la sellette, devient de plus en plus chiche. Le premier repas est organisé avec soin et les différents personnages tentent différentes approches pour essayer de donner à l'accusé une chance de se rattraper, mais la méthode devient de plus en plus expéditive, de plus en plus sommaire, alors que les plats eux-mêmes, se réduisent à une peau de chagrin. Le festin proche d'une fête de Thanksgiving devient 2 pauvres tranches de pain de mie, l'autre n'a même plus assez de valeur pour lui donner un vrai procès vu que la conversation est truquée pour que dans tous les cas, l'invité finisse non dans les choux mais dans les tomates. Le film exprime également cette progressive déshumanisation des victimes en ne nous les montrant pas tous, puisque 2 sont même réduits à une simple évocation dans une discussion de cuisine et ont été tués hors caméra. Mais la corruption ou la dévolution se manifeste également sur les personnages. Pour 3 d'entre eux, les conséquences sont davantage d'instabilité et de radicalisation. Polly, qui est présentée comme la gentille fille, l'âme du foyer vaguement écolo et nourricière et qui fait des études dans le social, donc le prototype du cœur sur la main, et celle qui est le plus au début opposée au projet, devient une espèce de nympho au cœur endurci. Luc, qui est dans les sciences politiques, est le plus convaincu du projet et le plus radical et va tuer en dehors du pacte fatal du groupe. Pete commence à abattre des oiseaux. Mais pour les 2 autres, il y a une crise de conscience qui commence à les distinguer du groupe. Marc, le peintre, verse dans une espèce de mysticisme à travers des sujets religieux. Pour la dernière, Jude, qui était une femme libérée et provocatrice étudiante en psychologie, son look devient de plus en plus puritain et elle se met à planter des fleurs autour des emplacements des fosses des victimes, comme pour justement essayer de les réhumaniser et leur donner une dignité. On voit comment le groupe se fragmente petit à petit et se délite, unis comme les doigts de la main au début, ils se disputent de plus en plus. Ce qui est intéressant est qu'on ne les voit pas vraiment, hormis avec les victimes et la femme policière, interagir avec d'autres personnes. On ne les voit pas échanger avec leur famille, d'autres amis, des collègues, d'autres étudiants à la fac ou peut-être des élèves s'ils enseignent dans la fac en tant que lecteurs. Ils vivent quasiment en vase clos, 5 comme les 5 doigts de la main, j'ai dit, et je pense que le choix de ce nombre va en ce sens. Cette absence de communication avec le monde extérieur est assez révélatrice, il me semble, de l'enfermement intellectuel propre à certaines universités, mais on pourrait dire par extension à certains médias et au monde intellectuel en général, qui au lieu de vous amener en effet à élargir vos horizons et à vous confronter à des opinions diverses et divergentes, c'est en fait désigné pour vous formater à une manière de penser unique et une manière unique de voir le monde. En l'occurrence, personne ne serait étonné de savoir que cette façon de penser le monde se fait uniquement par le prisme de mouvements libéraux au mieux, néo-marxistes au pire. Ce qui est presque une aberration que cette petite clique d'étudiants qui se la pètent de se trouver dans
dans l'Iowa, le Midwest américain rempli de bouseux traditionnellement conservateurs. Le film oppose à première vue un petit groupe jeune, sexy, moderne dans sa façon de vivre, et oui, c'est en coloc façon Friends. Ça a l'esprit ouvert sur le monde parce que ça mange de l'houmous, ça croit au bien fondé de la science, ils sont cultivés, progressistes et présentent bien. Et face à eux défile une galerie de personnages assez repoussants moralement ou physiquement, une vraie galerie d'épouvantail. Donc on pourrait croire à première vue que le film donnerait l'avantage au groupe de potes. Eh ben non en fait, parce qu'aussi jeune et plein d'hormones soit-il, on ne nous les présente pas comme sympathiques pour autant. Et j'aimerais même ajouter que tout est fait moins pour nous faire sentir, nous spectateurs, comme un membre potentiel de leur confrérie de la bien-pensance, que comme l'invité potentiel qui risque de se trouver face à eux sur la sellette. Car plus d'une fois, nous nous retrouvons à travers l'angle de la caméra, assis à la place du mort à table, pour nous faire sentir, j'émets l'hypothèse, que nous ne passerions probablement pas non plus le test des exigences de pureté morale de ce petit groupe, qui va forcément dériver, s'il continue ainsi, vers de plus en plus d'intransigeance, au point, je le rappelle, que le meurtre d'une mineure est sérieusement envisagé. Un certain nombre de questions se posent évidemment en sous-texte, car si le film ne les pose pas explicitement, il cherche à nous amener à ces réflexions de manière personnelle. On peut se poser la question de savoir si nous aurions pu agir de la même manière qu'eux, envisager de tuer des personnes que nous pensons dangereuses pour la société dans le long terme, avant même qu'ils aient parfois agi. Bon là, on est dans l'ordre du Minority Report, j'ai envie de dire. Le problème évident est que rien ne leur donne le droit d'agir de la sorte, rien de leur expérience de vie assez limité, ils ont une vingtaine d'années, de leur niveau de connaissance du monde et de l'autre, et surtout rien dans leur définition du terme fasciste ou nazi, puisque tout revient toujours à cette référence de base à Hitler. Or on voit assez comment ces dernières années, le terme de facho ou nazi a été galvaudé et usé jusqu'à la moelle pour ne plus rien signifier. Comme on peut le voir récemment tourner sur les réseaux à la lumière du meurtre de Charlie Kirk, le terme facho ou nazi appliqué à un adversaire n'est plus utilisé pour désigner une réalité objective. On ne menace pas quelqu'un de mort ou on ne le tue pas parce qu'il est nazi ou facho, mais on va l'appeler facho ou nazi pour se donner une justification de le tuer. Parce qu'une fois que l'étiquette de la honte a été appliquée, on n'a plus une personne face à soi. Avec l'ironie que certaines personnes qui affirment faire la chasse aux fachos ont en réalité un comportement qui fait d'eux exactement ce qu'ils prétendent vouloir traquer et éradiquer. L'enfer est pavé de bonnes intentions, dit l'adage, et bien le film en fait une démonstration glaçante, car la première personne qu'ils ont tuée, le vétéran, était en effet une ordure de la pire espèce, responsable de l'enlèvement de la gamine dont on voit le poster au début, un pédophile et violeur dangereux dont la disparition n'est pas à regretter, bien qu'on puisse par contre regretter qu'il n'ait pas été traduit en justice et qu'on peut par ailleurs se demander si la gamine qu'il avait enlevée n'avait pas été cachée quelque part et est morte faute de soins, ou en tout cas on sait que par leur intervention la famille ne saura jamais ce qu'il est advenu de la fillette. Mais les autres victimes, en effet assez minables et pathétiques dans leur étroitesse d'esprit, n'étaient pas nécessairement des criminels, quoiqu'ils expriment des opinions fort répugnantes. Alors pas des criminels, hormis peut-être celui qui tapait sur les sans-abri et qui d'ailleurs a montré un soudain remords immédiatement étouffé dans l'œuf par la petite bande, parce que ça n'a jamais été une histoire de seconde chance en vérité. Et c'est là que se posent pour moi les vraies questions fondamentales au niveau de la moralité de ce groupe. Comment en sont-ils arrivés là? Ont-ils toujours été ainsi ou le sont-ils devenus? On peut considérer que chez certains du groupe il y avait des pulsions intrinsèques de mort et de violence qui avaient été simplement réprimées par les conventions sociales, ce que les peintures par exemple de Marc dans le générique pourraient suggérer, et qu'une fois le premier verrou lâché, tous les démons intérieurs, si je puis dire, ou la vraie nature de ces personnages peuvent se lâcher. Ce qui fait que tout le galimatia intellectuel est un simple vernis sur une nature foncièrement prédatrice et violente. Il parle d'aider les gens, mais dans le fond les méprise et se juge supérieurs. Autant te dire qu'en termes de nazisme, c'est pas mal dans le genre. Estimer que le monde est peuplé de sous-créatures dont il faut purger la planète n'est pas une contradiction qui va les embarrasser. On peut aussi se demander s'ils sont devenus comme ça parce qu'ils se sont rencontrés et que sans l'effet de groupe, ils ne seraient jamais passés à l'acte. Et là, on a en effet l'influence de l'université, forcément de gauche, je ne vous apprends rien, le danger des caisses de résonance quand on ne fréquente que des gens qui pensent comme nous et qu'on ne tolère plus de penser autre à soi, et que comme on s'est auto-revendiqué quand du bien et du bon, l'autre ne peut plus forcément être autre chose que le mal, ce qui justifie son élimination.
fascination, avec une phrase qui est à un moment prononcée par Luke, qui là aussi est glaçante dans le contexte actuel, parce que je l'ai entendue à la télé pour justifier la mort de Charlie Kirk. Des points de vue extrêmes appellent des mesures extrêmes. En refusant là aussi de voir qu'eux-mêmes, en ayant versé dans l'extrémisme, sont devenus ce qu'ils prétendent combattre. Que la plupart des personnes qui sont en face utilisent des mots et non pas forcément des actes violents, tandis que eux, sous des couverts de mots extrêmement polis et polissés, sont violents dans les actes. Le plus dingue étant que si on leur demandait leur opinion sur la peine de mort, la joyeuse bande libérale viendrait sûrement t'expliquer qu'elle est con. Il y a au milieu du film, qui a par ailleurs une très chouette bande originale, l'utilisation fort à propos d'une chanson du groupe UB40, Contaminated Minds. Si le groupe de potes pense que leurs adversaires ont l'esprit pourri ou contaminé, il est évident que les paroles de la chanson s'appliquent bien davantage à eux. Ce sont eux, les esprits contaminés, qui se font juges et jurys. Donc oui, ce film vise juste sur les dangers de radicalisation et la nécessité de maintenir la communication entre deux groupes différents. Pour peu que cette communication ne soit pas faussée, parce que les victimes choisies par le petit groupe ne les mettent jamais vraiment en danger. Ils n'ont pas face à eux des contradicteurs brillants, ils choisissent des personnes qui n'ont pas l'ombre d'une chance face à eux 5 et qu'ils peuvent écraser de leur supériorité morale et intellectuelle sans l'ombre d'un remords ou d'un regret. En tout cas, jusqu'à ce qu'arrive le dernier. Mais avant de m'intéresser à la conclusion, il est bon de s'attarder un moment sur la symbolique religieuse qui est le gros fil rouge du film. Évidemment, il ne vous aura pas échappé que le titre du film donne un peu la couleur, parce que c'est certes une référence au dernier repas du condamné, mais avant toute chose au dernier repas du Christ avec ses apôtres, la scène, ce qui fait qu'on peut souligner une certaine fascination, je le constate, de la part des gauchos pour détourner ou parodier ce moment si important de la culture chrétienne. C'est intéressant dans le cadre du film, car le dernier repas du Christ a dans la symbolique valeur sacrificielle qui peut évoquer un rituel cannibale avec le pain et le vin devenant le corps et le sang du Christ partagé par ses disciples. Évidemment, le fait que ce sacrifice, la mort de Jésus en tant qu'homme, se fasse pour le bien commun en vue de racheter les péchés de la société et avec la perspective d'accomplir le rituel après la mort de Jésus en mémoire de lui. Dans le cadre du film, il y a bien une notion d'éliminer des péchés pour le bien commun et de sacrifier des personnes, ainsi que l'utilisation rituelle du vin, ici pour tuer les victimes. Par ailleurs, lorsque le groupe se retrouve noyé sous les plants de tomates qui croissent sur les tombes, ils sont donc dans la situation où de manière symbolique, ils vont se nourrir de leurs victimes et les consommer après leur mort. La sauce des tomates et leur jus évoquant le sang, la chair des victimes qui a été sacrifiée. Il n'est évidemment pas anodin non plus que la première victime de leur projet, après le premier meurtre non planifié du vétéran, soit un prêtre, comme une façon de bénir, on va dire, le projet. Le groupe de jeunes est présenté comme athée et Marc, présenté comme juif, n'apparaît pas non plus comme croyant ou pratiquant. C'est davantage une appartenance à une minorité ethnique qu'à une religion dans son cas. Pour l'ensemble du groupe, la religion apparaît comme superstitieuse, arriérée, hypocrite et intolérante, qu'elle soit liée à la religion chrétienne qui est la plus référencée dans le film, ce qui est complètement logique dans le contexte américain chrétien, ou à l'islam à travers le bref exemple de celui qui est la seule victime non blanche du groupe, mais je le rappelle, on est dans l'Iowa et dans les années 90. La société américaine a beaucoup évolué depuis. Par contre, si on repense à l'explosion des prédicateurs et téléévangélistes de cette époque et le rigorisme religieux des conservateurs, la critique religieuse que peut faire ce groupe de jeunes intello-gauchistes a tout son sens dans le cadre des années 90. En dehors de la référence à la scène, il y a également le nom des différents personnages. On a deux évangélistes avec Luc et Marc, Polly peut renvoyer évidemment à Saint Paul, et deux apôtres, Pete ou Pierre, et la dernière Jude, qui est intéressante car il y a deux Jude parmi les apôtres de Jésus, soit Jude Thaddée, présenté comme un des frères de Jésus, et bien sûr celui qui vous viendra plus spontanément en tête à mon avis, qui est Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus en le vendant aux Romains. Dans le cas du personnage précis de Jude ici, elle est celle qui va trahir en quelque sorte le groupe, notamment en sauvant une des victimes, ce qui est quand même une inversion intéressante par rapport au dernier souper, ou en marquant les tombes par des bancs de fleurs, ou en étant celle qui se montre enfin prête à appeler la police pour dénoncer Luc qui persiste dans ses projets de meurtre et à tuer la détective. J'ajouterais que Zach, celui qui lance toute l'histoire, peut renvoyer au prophète Zacharie, dont les visions annoncent les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais également
également la venue du Messie, et là c'est le gros morceau qu'on va se garder pour la fin, je ne vous le cache pas. D'autres références évidentes sont bien sûr la copie des fresques de la chapelle Sistine, à laquelle Marc décide de se livrer dans la salle à manger, en reproduisant au plafond le motif si emblématique du souffle divin venu animer Adam. Mais de manière plus subtile, la Genèse et le paradis perdu, ou la perte de l'innocence, sont également présents à travers le motif, ou leitmotiv si vous voulez dans ce cas, des tomates qui poussent dans le jardin de la maison et qui deviennent symboliquement un arbre de la connaissance ou du fruit défendu, celui qui marque la fin de l'innocence du groupe et leur chute. Le groupe nous est d'ailleurs introduit par la cueillette d'une tomate au jardin par Polly, une femme donc, ce qui rappelle Ève, entre parenthèses, pendant qu'on entend au salon la voix d'un tentateur serpent, on se le garde pour plus tard, et le petit paradis du groupe est vite nuancé en fait par le fait que Polly est la seule à bosser pour tout le monde, alors que les autres végètent sur le canapé et ne lèvent pas le petit doigt pour l'aider. Ils sont en fait assez passifs et feignants. Par ailleurs, le nombre de 10 meurtres débattus à un moment du film peut également renvoyer aux 10 commandements, dont l'un des fondamentaux est justement l'interdiction du meurtre. Fort ironiquement, mais puisqu'on est dans l'inversion iconoclaste, c'est un peu logique. Et puis on ne peut s'empêcher de voir dans le projet du groupe un dévoiement d'une mission évangélique, celui de faire prendre conscience à leurs invités de l'erreur de leur choix de vie ou moraux et de les remettre sur le droit chemin, donc une conversion aux valeurs démocrates gauchos, ce qui est a priori ce qu'ils clament vouloir faire, sauf qu'évidemment, il leur apparaît plus simple et plus efficace de simplement se débarrasser de tous ceux qui ne pensent pas bien. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important en termes de référence, ce sera celui du prophète ou du Messie, et d'un personnage sur lequel je ne me suis pas encore étendue et qui sera le dernier invité, soit le personnage joué par un toujours excellent et charismatique Ron Perlman, dans le rôle d'un influenceur conservateur, clairement inspiré de la personnalité et des prises de parole de Rush Limbaugh, et dont les extraits d'émissions ponctuent le film jusqu'au moment où le Deus ex machina du scénario fait qu'alors que le groupe est visiblement en train de se déliter, Luke et Pete tombent sur lui à l'aéroport pendant un épisode de tempête et le ramènent à la maison pour retour au titre du film, ce qui sera pour le coup l'ultime souper. Tout le film tend évidemment vers ce moment qui a été longuement préparé, non seulement par les interventions du bonhomme à la télé, qui est clairement présenté comme la némésis absolue du groupe, le boss final en quelque sorte, mais aussi par la présence de Zach au début. On peut dire que dans ce cas, Zach amorçait bien la venue du prophète et les deux dîners se font évidemment pendant. Si Zach est le repoussoir, Norman Arbuthnot est d'une autre trempe. Et le film intelligemment joue sur une ambiguïté fondamentale. Est-ce qu'il est le Messie ou est-ce qu'il est le diable ? Le Christ ou l'Antéchrist? Vient-il sauver la société ou vient-il juste récolter les fruits du désordre qui a été semé par la corruption de cette même société? Et dans quelle mesure les gauchos proto-woke de cette histoire lui ont-ils facilité le chemin en étant devenus, dans leur aveuglement idéologique, plus dangereux que les radicaux qu'ils prétendaient combattre? Il ne fait aucun doute que Norman incarne une figure satanique pour le groupe d'intello. Il est l'homme à abattre, d'autant plus dangereux qu'il a une foule de fans et qu'il semble sur le point de se présenter à la présidence. Le groupe voulait éliminer des possibles Hitler, mais comme le souligne Luc, ce n'était qu'un échauffement ou un pis-aller, car Norman serait le vrai Hitler, celui qui est aux marches du pouvoir. Or, le petit groupe tombe sur un os et pas qu'un peu, parce que l'homme est charmant, poli, plein d'humour, intelligent, davantage ouvert d'esprit qu'il ne le pensait, rationnel et prompt en effet à critiquer les conservateurs et l'extrémisme de certains des membres de son parti, tout en soulignant que l'extrémisme des deux bords devrait aider à promouvoir davantage de modération sur la majorité de la population et une plus grande tolérance entre races, religions, etc. C'est la consternation dans le groupe qui en perd son latin, et encore plus lorsque Luke propose à Norman le cas d'école au cœur de leur programme, soit « Est-ce que tu tuerais Hitler si tu le rencontrais en 1909 ?» Ce dernier répond qu'il chercherait surtout à discuter avec lui et l'éduquer, achevant donc de démonter toutes les justifications qu'il s'était trouvées jusqu'alors. Ils se retrouvent donc face à une image d'eux-mêmes qui ne tient plus, alors que leur adversaire prône le débat intelligent. Eux sont devenus des monstres. Et c'est là qu'on a à nouveau une ambiguïté qui va amener le spectateur à se poser des questions. Le groupe qui était parti se disputer dans la cuisine au sujet du sort à réserver à Norman, où seul Luke voulait encore le tuer, finit par en effet prendre conscience de la folie de leur projet et retrouve leur invité au salon qui leur propose de trinquer. Et si le film s'arrêtait là, déjà la fin amènerait à une discussion. Norman, qui a compris que le groupe n'était pas net et qui a pendant leur absence ajouté par A plus B tous les indices sur eux, les livres dans leur bibliothèque, les extraits
de journée sur les disparitions et le nombre de plants de tomates suspects dans le jardin, leur attitude très chelou autour des 2 bouteilles de vin, la bonne et celle qui porte le poison, va les attendre tranquillou et ne trinque pas avec eux. L'ambiance est décontractée, tout le monde sourit et plaisante, la paix est revenue et la musique est rassurante et cosy. Mais tu te doutes bien d'une embrouille et je me demande si d'ailleurs il n'aurait pas été plus fort que le film s'arrête à ce point précis. Mais non, l'épilogue se conclut après un fondu au noir sur des dessins dont le style est clairement celui de Mark qui montre Norman sortir pépère de la baraque alors que 5 cadavres gisent au sol, tandis qu'en voix off, Norman livre un discours face à une foule enthousiaste se désignant comme l'humble serviteur de son pays et du peuple. Alors de 2 choses l'une, sont-ils vraiment morts ou est-ce une représentation symbolique faite à posteriori par Mark, vu que s'il est mort il n'a pas pu faire les dessins en question, pour représenter le fait que le groupe a été dans les faits vaincu par la rhétorique de Norman. Et s'ils sont morts, doit-on penser que justice a été rendue par Norman, la voix du peuple, vu qu'en effet les personnages étaient devenus des criminels et sont morts de la même manière dont ils ont tué leurs victimes. Parce que le fait est qu'on ne les plaint pas vraiment à la fin du film. Ironiquement, Norman a été plus efficace qu'eux dans l'application de leur programme. Non seulement il a réussi à les challenger dans leurs convictions, à les faire réfléchir et à leur faire prendre conscience de leurs erreurs, mais en plus il les tue comme il prétendait tuer les autres, en portant le coup fatal alors qu'il pensait être dans un chaleureux moment convivial, car le dernier verre, ici, se fait dans une forme d'apaisement retrouvé. Ou alors, et c'est la dernière hypothèse, on revient sur l'ambiguïté du personnage de Norman, Satan pour ses ennemis, sauveur pour ses disciples, et de fait la manière dont il est présenté tire davantage du côté de Lucifer, le cigare à la bouche, même si Dieu, paraît-il, est un fumeur de Havane, la manière de manipuler les esprits et retourner les cœurs, l'arrivée un soir de tempête, la présence de lumière rouge sang derrière lui, sa manière de s'infiltrer dans les foyers, sa course au pouvoir tout en se présentant maléfiquement comme un humble serviteur, bref, de la même manière que le petit groupe avait peut-être rendu service à l'humanité en tuant sans le vouloir vraiment l'odieux serial killer pédophile du début, peut-être ont-ils en effet, fort ironiquement, passé l'occasion de tuer Hitler, comme la fin du film laisse planer le doute, les rendant encore plus inutiles et pathétiques car ils ont raté la mission de leur vie, ce qui en fait une fin redoutablement mordant. Les films les plus intelligents sont ceux qui nous engagent en permanence et c'est le cas de celui-ci car il laisse la place à différentes interprétations à la fin et nous amène à nous projeter à la place des personnages. Qu'aurions-nous fait en effet à leur place? Dans tous les cas, et quelle que soit votre interprétation ou votre opinion, je pense que le film, pour aussi ambigu et ouvert soit-il, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il dénonce tout extrémisme et que prendre la vie d'un autre être humain, aussi radicalement opposé nous soit-il, engage de manière inéluctable notre propre humanité, en espérant que le spectateur va se ranger dans la modération qui, on le souhaite, est partagée par la majorité. Il faut en effet des débats d'idées et un équilibre dans la société, car vivre en vase clos avec des gens qui pensent comme nous en excluant tout autre point de vue est dangereux, car en effet il est impossible de trouver des personnes qui partageront absolument toutes nos opinions et risquent de nous amener à ne réduire le monde qu'à des étiquettes archétypales assez vides de sens. Sans parler de la nécessité d'une bonne introspection, car à trop vouloir faire l'ange, on risque de faire le jeu du diable. Encore une fois, je pense que le film ne pouvait que flopper au moment de sa sortie. D'abord, le délire, on peut dire, d'un film qui fait des gauchos les méchants alors qu'Hollywood est trusté par les mêmes intellectuels, sans parler des journalistes et critiques du film, et le tout dans un contexte où la droite conservatrice apparaissait alors comme dangereuse, ce qu'elle pouvait être face au camp du bien auto-affirmé des démocrates. Mais aujourd'hui, il a une autre portée, et comme vous vous en doutez, je ne peux que vous le recommander. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas repris des chemins polémiques, mais je pense que l'actualité obligeait. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'ai une pensée amicale pour Laurent, un ami de la chaîne, qui sera peut-être intéressé par certains des points mentionnés aujourd'hui. Sinon, merci de tout like aux commentaires. En attendant d'autres revues de films selon l'Inspi, je vous dis à très bientôt, probablement davantage sur des joyeusetés asiatiques que sur ces sujets assez lourds.